Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. À mes côtés, Shai. Shai, ça y est, le trade de Karl Anthony Towns à New York est validé. Enfin, il est validé. Non, il n'a pas encore été complètement officiel, mais on a tous les détails. Donc, a priori, il devrait bientôt être validé. Un trade qui implique tout un tas de joueurs, hein, comme on pouvait s'en douter, comme on avait déjà parlé un peu dans le podcast d'ailleurs de lundi dernier avec Théo sur Basket Session. On avait dit ce trade va inclure plus de monde que ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Et effectivement, donc, je vais te le donner. Les Knicks récupèrent Karl Anthony Towns et les droits de James Nnaji. Si je dis pas de bêtises, il a été drafté en 31e position lors de la dernière draft, donc un rookie de plus. Les Timberwolves récupèrent Julius Randle, Dante DiVincenzo et Keita Bates-Diop. Ça, c'était un joueur qui n'avait pas été mentionné la première fois, un autre joueur de banc pour Minnesota. Avec aussi, évidemment, un premier tour de la draft 2025. C'est celui qui appartient aux Pistons et qui est protégé top 13. Les Hornets récupèrent 3 joueurs, Daquan Jeffries, Charlie Brown Jr., Darius Washington. Bon, c'est des joueurs qu'on n'aurait pas vus sous le maillot des Knicks. On dirait les noms des joueurs créés dans NBA 2K quand tu fais quelques saisons là. C'est exactement ça. Et 2 pics au second tour des Knicks et 1 pic au second tour des Wolves. Donc voilà, Charlotte qui prend une petite ribambelle de second tour. Ce que je trouve fort, on avait parlé dans le podcast des implications financières pour les Knicks notamment. Voilà, tu te retrouves très vite. Il faut faire attention dans cette ligue avec le nouveau CBA, de pas être au-dessus du deuxième apron. Et ben avec ce trade, les Knicks sont en dessous du deuxième apron. Ils ont réussi à libérer de la masse salariale. Alors ça reste un move économique pour Minnesota. Hein. Sur le très court terme, Minnesota, dès que s'il n'y a pas de prolongation de Julius Randle, très vite Minnesota va se libérer de la place sous le cap. Va faire des grosses économies en taxes. Mais mine de rien, les Knicks ont aussi réussi à se dégager un petit peu, légèrement un peu de masse salariale par rapport à ce qu'ils avaient avant ce transfert. Donc ouais, vraiment une belle opération pour New York, même si tout va reposer sur Kat et sur son intégration, son attitude, etc. Mais pas mal du côté des Knicks. Plutôt bien joué, et on se demandait ce que Charlotte venait un peu faire dans l'histoire. Charlotte a quand même récupéré des tours de draft assez facilement, a fait une économie de 7 millions aussi. Ils récupèrent 7 millions dans l'opération. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont venus se greffer à ça. Je suis pas sûr que les joueurs en question les intéressent particulièrement. Hein. Même si c'est que les Hornets, je pense pas que ça reste des joueurs de bout de banc au mieux, je pense. Hein. Et puis ouais, pour les Knicks, une petite économie, et les Wolves qui sont pas encore qui ont bien réalisé le move pour des raisons économiques. J'ai vu dans vos commentaires que vous disiez que c'était pas que économique, c'est quand même. Parce que sur le fit, finalement, ça marchait plutôt bien. C'est économique. Hein. Sans l'économie, je pense sans cette notion économique, ils font pas le trade. Je pense, parce que sportivement, finalement, ça avait fonctionné malgré les doutes qu'on avait. Enfin, aller en finale de conférence à l'Ouest, quel que soit le parcours, c'est que ça a fonctionné quand même. Et c'est quasiment que économique pour moi. Enfin, presque que économique sur le long terme, et avec la situation qu'il y a au sein de la franchise. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Et puis tout sera validé ou invalidé par les performances de Kat d'un côté, et éventuellement celle de Randle s'il reste bien à Minnesota. Il n'y a que ça qui... Par contre, là, pour le coup, c'est le sportif qui dira si le move était justifié ou pas, parce que tout le monde se souvient des économies faites par le Thunder vis-à-vis de James Harden, par exemple, mais tout le monde après était conscient que ça a refermé un peu la fenêtre de tir pour un titre, et on peut que se demander ce qui serait passé si Harden était resté, si le Thunder avait bien voulu avait tenté en tout cas autrement de faire l'effort financier. Et puis c'est pas que la seule équipe, je pense à celle-là, mais c'est pas la seule équipe évidemment. Les économies réalisées, elles sont validées que par le sportif derrière. Si Minnesota reste compétitif, à peu près dans le même ordre de performance, ce sera doublement bien joué du coup, et surtout si 4 ça fonctionne pas avec les Knicks. Mais on souhaite du mal à personne, et on espère que les Knicks et les Wolves seront performants la saison prochaine. Yes, allez, je te propose qu'on enchaîne avec Klay Thompson, et on l'a vu pour la première fois avec son maillot des Mavericks, vu que c'était le Media Day à Dallas, et Klay Thompson qui a fait comprendre d'une certaine manière que les 2 dernières années à Golden State, pourtant sur une de ces 2 saisons, il y a eu, enfin non, quoique, c'est celle après, toutes celles, les deux après le titre, pardon, ont été particulièrement difficiles pour Klay. Il a l'air besoin vraiment de prendre un nouveau départ et de retrouver un peu d'air, Klay Thompson. Ouais, on a peut-être un peu sous-estimé la manière dont il avait vécu les événements des 2 dernières années, enfin les contre-performances, les déceptions, les critiques. On avait quand même, ça on avait vu quand même devant les médias, il se cachait pas trop du fait qu'il était piqué par les critiques, par les doutes autour de lui sur le fait qu'il redeviendrait peut-être jamais le joueur qu'il était, tout ça.
Ça, on avait compris, même dans ses interactions sur le terrain avec certains joueurs. Ouais, même avec les autres joueurs. Il y a un paquet de fois où il montrait son nombre de bagues et machin. Bon, c'était un peu. Et là, il était avec Tristan Jas, l'influenceur là. Et j'ai trouvé la séquence intéressante parce que on a presque l'impression qu'il oublie qu'il est filmé. Il n'est pas sur un discours ultra convenu et tout. Et il dit, tu sais, franchement, les 2 dernières années, je les ai quand même mal vécues. Elles ont été très dures. Elles ont été très dures pour moi parce que j'ai essayé de me mesurer par rapport aux attentes des gens, que les gens avaient pour moi, et pas par rapport à ce que moi j'attendais de moi, en fait, par rapport à mes propres exigences envers ce que j'étais capable de faire avec tout ce qui m'était arrivé. Et, du coup, il dit que il a perdu énormément d'énergie à essayer d'être le Clay que les gens attendaient et pas le Clay qui pouvait être encore aujourd'hui, tu vois. Et au final, il y a aussi un truc qui lui a posé problème pour lui et qui pose, je pense, des problèmes à d'autres gens qui sont très connectés ou qui regardent beaucoup les réseaux. Bah, il a regardé ce que les gens disaient de lui, tu vois. Et il dit, bah, tu jettes un petit coup d'œil et là tu vois qu'il y a des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle et qui sont prêts à te jeter aux ordures après un mauvais match, après une contre-performance, après un truc qui leur déplaît. Et il dit, puis après finalement il s'est quand même rendu compte qu'il a dit, je me suis aperçu que je jouais quand même toujours un basket phénoménal, pour reprendre ses propos. Il veut pas dire que c'était le meilleur joueur du monde, hein. Il dit juste, à mon âge, avec ce qui m'est arrivé, je tournais à 18 points et 39% à 3 points. Donc c'est quand même, il est encore quand même à juste titre, hein, conscient que c'est encore un beau joueur de basket. Et il se disait, mais si tu m'avais dit à 18 ans qu'à mon âge et s'il m'était arrivé tout ça, je serais encore à 18 points et 39% au shoot, mais j'aurais signé des 2 mains en fait. Et du coup il s'est dit, je me suis rappelé là, avec ce changement de décor, avec cette arrivée aux Mavs, les raisons pour lesquelles je joue au basket. Et c'est pas pour satisfaire les gens, c'est pas pour répondre à des attentes parfois irréalistes qu'on place en moi, c'est parce que j'aime le basket, j'aime aller à la salle le matin, j'aime prendre des shoots, j'aime les gros matchs. Et je sais pas, je l'ai trouvé hyper inspirant, hyper inspiré. Et c'est que des images et que c'est que des propos, mais ça donne envie encore plus qu'ils réussissent et qu'ils montrent qu'ils reprennent du plaisir en fait, tout simplement parce qu'ils n'en prenaient plus. Ils prenaient plus de plaisir. Pour moi, ça donne le ton et c'est la raison pour laquelle, depuis le moment où Klay Thompson a signé ce contrat avec Dallas, je suis assez convaincu qu'on verra un autre Klay Thompson que celui qu'on a vu depuis 2 ans. C'est que le cerveau, ça dicte le corps plutôt que l'inverse, je trouve, hein. Je sais pas, voilà, chacun a ses expériences personnelles. J'aimerais bien, vous pouvez me dire en commentaire ou même juste prenez le temps 5 secondes d'y réfléchir. Dans votre vie, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment votre corps qui dicte votre état d'esprit, ou est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Quand vous vous sentez bien dans votre tête, tout le corps suit. Alors les deux sont liés d'une manière ou d'une autre, mais je pense sincèrement que le cerveau est à la base de tout. Et si t'es pas dans un bon environnement, c'est là. Pensez aux coups durs que vous avez eu dans votre vie et quelle était votre réaction physique. Est-ce que vous vous êtes blessé dans des moments où vous vous sentiez très bien? Alors ça peut arriver aussi dans votre vie, ou est-ce que plutôt... Enfin bref, tout ce genre de choses, c'est des discussions intéressantes. On n'a évidemment pas la réponse, mais on a chacun sa petite théorie. Et moi, je pense que Klay Thompson, il n'était pas dans le bon état d'esprit. Certaines choses sont liées à lui, certaines choses sont liées à ce qui se passait autour de lui. De toute façon, le moment où tu commences à regarder les commentaires, je pense que c'est le moment où ça se passe pas bien, en fait. C'est jamais très bon signe. Alors, on lit quand même vos commentaires, je vous rassure, si on a de la chance, vous ne nous balancez pas trop de haine. Mais non, à cette échelle, même pour les pros, avec la pression... En même temps, comment tu fais comment tu fais quand t'es joueur pro, que t'es d'une génération qui a quand même grandi avec des réseaux sociaux, enfin, qui a découvert les réseaux sociaux à un âge auquel il pouvait s'en servir, qu'il a vu les avantages aussi et qu'on les incite à se servir des réseaux. Leurs agents veulent qu'ils valorisent leur marque, les sponsors et tout, qu'ils utilisent les réseaux. Comment tu fais pour ne jamais aller regarder ce qu'on dit sur toi? Kawhi Leonard, pardon, vas-y. Ouais, non, mais ton exemple va être très bon, mais alors c'est poussé à l'extrême, tu vois. Mais Clay, il répond à des sollicitations médiatiques, parce que là je parle des réseaux, mais il y a aussi, après les matchs, ils doivent être disponibles contractuellement la plupart du temps. Et donc t'as des mecs qui sont bien intentionnés, mais t'as aussi des mecs qui veulent la déclat d'un Klay Thompson un peu agacé et déçu, qui lui dit c'est vrai, je suis pas moi-même. Comment tu fais face à autant de sollicitations et avec le pouvoir des réseaux pour être totalement déconnecté et et que ça n'ait pas de prise sur toi? Donc faut être au niveau Kawhi, quoi. Non, mais j'allais dire que Kawhi, il aurait déjà arrêté sa carrière s'il regardait les réseaux. En fait, il aurait déjà pris sa retraite, il serait déjà cuit mentalement. Mais après, ta question, c'est ce qui sépare
c'est ce qui sépare les mecs aussi, en fait. C'est ce qui sépare les très, 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 très grands, ceux qui ont une capacité mentale extraordinaire, en fait. Ça, on en revient au cerveau. Souvent, le talent en NBA, ils l'ont tous. Ils sont tous talentueux. Si t'es en NBA, t'as du talent. Il y a des joueurs, des fois en NBA, on pense que c'est juste des mecs. Tu vois, on se dit, ah, ils sont dans un rôle. Je prends l'exemple d'un Kevin Looney qui est un très bon joueur. Tu vois, on le voit comme un mec du Romal qui prend des rebonds. Tu vois ce qu'il faisait au lycée. C'est un super joueur de basket, bien sûr. C'est des mecs qui savent tout faire, là. En fait, j'ai pas des exemples, il y en a 1000, tu vois, mais n'importe quel mec. Je me souviens, les mecs qui pensaient qu'ils taffaient Brian Scalabrine. Arrive, il fait Ouais. tous les moves ils savent tout faire, ils savent tous tout faire. Tu vois, Hartenstein C'est le fameux dans je des open runs. suis plus proche de LeBron que toi, t'es proche de moi. C'était ça la fameuse formule. Oui, Ouais. et c'est même, je vais même prendre par rapport à d'autres basketteurs pro, en fait. Les joueurs NBA sont extraordinaires. C'est la crème de la crème de la crème. Donc, ils sont tous très, très, très talentueux. Et ça, c'est la même chose dans plein de sports. Tu vois, par exemple, un sport qui est énormément pratiqué, tu prends le foot, tu prends le football. Les mecs en CFA, techniquement, ils ont le niveau ils ont le niveau des pros. En fait, c'est le mental qui fait la différence. Et le mental, ça englobe tellement de choses. Et parmi les choses que ça englobe, au-delà de la maturité, de la compréhension, des choix de carrière, il y a aussi résister à la pression et résister à tout ce flux extérieur. Il y a plusieurs pressions. Il y a la pression de résultat, il y a la pression interne, il y a la pression, il y a la confiance en soi et la pression liée au monde extérieur. Et Klay Thompson, j'ai l'impression qu'il a trop voulu se prouver de choses. Il y a plein de trucs qui sont passés dans sa tête. Et je pense que là, avoir un nouveau départ, c'est parfait. Il y aura moins de pression. Il y a 2 mecs au-dessus de lui qui vont être plus amenés à performer. Et en même temps, il y en aura quand même. Oui, par contre, il y aura bien quand sûr. même. Oui, mais il a déjà montré qu'il pouvait résister à la pression. La question, c'est jusqu'à quel niveau et quoi, tu vois. Et moi, j'ose espérer. Alors, je m'attends pas à un Klay Thompson-Sarr, pas du tout. Je pense que ça, c'est fini. Mais un Klay Thompson qui fera peut-être grosso modo la même chose, mais en étant peut-être un peu plus efficace, parce que plus libéré et plus de plaisir. Parce que quand lui, il prend du plaisir, il a plus de matchs où il est chaud, et quand il y a plus de matchs où il est chaud, ça tire tout vers le haut, quoi. C'est un peu ça que j'imagine pour Klay Thompson. Ouais. On peut enchaîner. Quel était l'autre point du jour ? Il y a les résultats de WNBA, si tu veux, des games. Mais on avait un autre truc. Non, oui, alors on va passer sur la WNBA. Je me souviens de ce qu'elle était l'autre point. En ce moment, j'ai ma mémoire. Je deviens vieux. Je me rends compte surtout. Hier, j'avais entraînement. Ma vitesse latérale, c'est trop bizarre comment en 1 an, j'ai l'impression, tu sais, d'un coup, c'est fou. Hein. Dit-il à un mec qui est plus vieux que lui et en moins bonne forme physique que lui. Non, mais heureusement, de toute façon, mes adversaires ne peuvent pas écouter, mais je peux plus défendre un caillou. T'imagines les mecs du championnat allemand qui viennent te scouter sur le CQFR. Heureusement, ça n'arrivera pas. Mais ouais, je peux plus défendre, c'est terrible. J'ai l'impression, j'ai plus du tout de vitesse latérale. Mais bref, et là, je me sens vieux sur plein de trucs. J'oublie maintenant de quoi on doit parler dans les CQFR. Alors, bref. Donc, WNBA, il y a les deuxièmes matchs des demi-finales. New York a battu Las Vegas. Deuxième victoire de New York. Ouais. 88-84 avec 24 points. Sabrina Ionescu qui fait décidément des très gros playoffs. Shai. Ouais. Ionescu, elle a été déterminante sur le premier match. C'était un festival de Brianna Stewart. Là, Sabrina Ionescu a clairement fait la décision dans un match très très serré où les Aces n'ont vraiment pas démérité et auraient pu le prendre et égaliser, ce qui aurait donné encore plus d'intérêt au match suivant. Même la série n'est pas terminée, hein. On parle d'une équipe qui est double championne en titre, donc c'est pas du tout terminé, mais Sabrina Ionescu, 24 points, 9 passes, 9 rebonds, 5 passes, 16 des 19 points de son équipe. Elle est impliquée sur 16 des 19 points de son équipe dans le 4e quart-temps. Elle met 2 lancers francs importants dans le money time, en même temps que Brianna Stewart les met aussi. Voilà, Liberty a l'air d'avoir la confiance et le petit brin de réussite en plus aussi qui fait la différence et qui leur permet de mener 2-0, donc c'est pas terminé, mais c'est quand même bien embarqué. En face, A'ja Wilson, 24 points. Les autres joueuses ont été à un niveau plutôt satisfaisant, mais c'est pas suffisant contre une armada comme ça qui est autant en confiance. Donc ouais, victoire 88-84 et 2-0 pour New York avant le Game 2. Le Game 3, pardon, à Las Vegas. Alors que dans l'autre match, Minnesota a égalisé en battant Connecticut 77-70. Voilà. Victoire de Minnesota malgré un petit match offensif de Nafisa Collier qui a marqué que 9 points à 3 sur 14 au tir. C'est ça, alors elle met que 9 points, mais par contre sur tout le reste, alors c'est pas la Defensive Player of the Year pour rien, elle a été élue il y a quelques jours, mais dans l'activité, 12 rebonds, 5 passes, 4 blocs.
Elle a quand même bien participé au succès et c'était un match, c'était une bataille des tranchées, c'était conforme aux attentes, c'est-à-dire un vrai combat, deux grosses défenses, des caractères forts des deux côtés avec des prises de bec. Enfin, alors là pour le coup, le Sun est passé à côté en termes d'adresse grâce à la bonne défense des Lynx, hein, mais 36% pour le Sun au niveau de l'adresse. Et même sans Nafisa Collier, les autres joueuses ont réussi à être impliquées. Courtney Williams 17 points, Alana Smith 15 points. Et malgré encore alors presque triple-double, bon, elle était à 3 unités, mais 18-10-7 pour Alyssa Thomas. Elle a été très maladroite comme toutes les autres joueuses de Connecticut. Et ça fait un partout, ce qui est plutôt conforme aux attentes parce que les deux premières rencontres étaient à Minneapolis. Donc le Sun a quand même repris le contrôle de la série avec sa victoire lors du premier match, mais ça va être une belle bataille. Encore une fois, je t'ai dit, c'est l'affiche qui est la plus... alors à la fois la plus incertaine et la plus excitante parce que même si c'est pas toujours du beau basket, c'est de la vraie bataille, de la vraie défense. Et ça a été encore le cas là. Sur cette victoire des Lynx 77-70, Olivia Epoupa n'est pas entrée en jeu. Peut-être qu'elle sera sollicitée à un moment. Hein. Son activité avait été très appréciée pendant la saison régulière. Pour l'instant, elle n'est pas sortie du banc. Les rotations sont très serrées à ce stade. Et donc les prochains matchs, c'est, si je ne dis pas de bêtises, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Las Vegas pour la série entre le Liberty et l'Aces, et à Uncasville dans le Connecticut, près des casinos du Connecticut pour l'autre série. Voilà. Yes, on suivra ça évidemment. On fera un point vendredi dans le CQFR sur la suite des demi-finales du coup en WNBA. On va finir par un mot de basket européen, une fois n'est pas coutume, parce qu'il y a un Français qui est concerné, un jeune Français attendu très haut lors de la prochaine draft, c'est Nolan Traoré. Il faisait ses débuts en Champions League, donc l'une des compétitions européennes FIBA, la plus grosse compétition européenne FIBA, si je ne dis pas de bêtises, même s'il n'y a évidemment pas les meilleurs clubs européens du coup qui sont engagés. Le jeune meneur de Saint-Quentin, il a quand même fait un énorme carton contre une équipe grecque, c'était Colossos de Rhodes. Donc Rhodes, 27 points pour lui, 27 points lors d'une large victoire de Saint-Quentin, 84-54. Donc ouais, quand même une grosse perf. Mais 9 paniers, 4 tirs à 3 points, 5 passes, 2 interceptions. 0 balle perdue. 0 balle perdue. L'impression visuelle qui s'est dégagée, en tout cas de ces highlights, j'ai pas vu le match en direct, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est très fort, il y a toujours cette explosivité qu'on avait déjà vue dans les performances avant en jeune. Explosivité, premier pas super rapide. De l'adresse à 3 points sur ce match, 4 paniers à 3 points. Donc, non, franchement, Nolan Traoré, ça commence fort, quoi. Et puis, il est très surveillé. Hein. Là, les franchises NBA sont au taquet. Vous regardez tous les matchs. Le public a accès aux matchs aussi. Donc les gens peuvent se faire une meilleure idée encore que ce qu'on avait vu l'année dernière et qui était déjà très prometteur à partir du moment où il est arrivé à Saint-Quentin. Et il a très bien lancé sa carrière sur la scène, sa saison sur la scène européenne et en Champions League. C'est vrai qu'il a une maturité quand même qui se dégage, un truc, une facilité, une confiance. On l'a dit d'autres joueurs avant lui, hein, d'autres meneurs talentueux. Je sais pas, moi, quand je voyais Killian Hayes, je trouvais aussi qu'il y avait une forme de confiance en lui, de sérénité. Ça veut pas dire derrière que ça va faire un carton en NBA, mais il a quand même quelque chose et il sera. Je vois pas de monde où il est pas pris très haut la saison prochaine, dans une classe qui est plutôt quand même pas mal, hein, même si la première place semble verrouillée, hein, sauf si Cooper Flag passe totalement à côté de sa saison et encore. Nolan Traoré démarre très bien et puis de temps en temps on vous fera des petits points sur ce qu'il a fait en championnat de France et en Coupe d'Europe. Oui, parce que justement pour l'instant en championnat de France c'était pas glorieux jusqu'à présent. Les 2 premiers matchs il s'est un peu trouvé, notamment en termes de perte de balle, justement Nolan Traoré, mais là c'est un match qui j'imagine va lui redonner confiance, va le lancer et oui il a des chances d'être pris haut. Après on est vraiment qu'en octobre, hein. Les mock drafts ça évolue à fond, mais clairement tu as raison, c'est un joueur qui avec son profil très NBA, meneur-scoreur, va intéresser beaucoup de monde. Et puis les scouts, maintenant les franchises NBA savent que certaines équipes sont bien pour former des joueurs et que s'il est là, c'est pas pour rien. Saint-Quentin maintenant a une image aussi de club qui forme bien, ou post-forme bien, et là avec Nolan Traoré ça va être le cas, même s'il aura peut-être qu'il aura des petits trous derrière, on sait pas. Je pense vraiment qu'ils ont détecté quelque chose en lui et il sera pris très haut. Je vois pas, j'imagine pas de catastrophe. Honnêtement, il y a trop de talent en fait. Il est déjà trop bon. Il va beaucoup jouer aussi. Donc je pense que bon, t'as raison. On n'est qu'en octobre. Hein, peut-être qu'il se passera des choses. Il y a des joueurs qui vont aussi se révéler entre temps. Des Américains, on sait que forcément les franchises parfois préfèrent avoir des prospects américains qui sont plus sûrs. Mais avec ce que démontrent maintenant les joueurs internationaux année après année.
et notamment ceux qui sont draftés très haut maintenant, bah, je me fais pas trop de soucis pour Nolan Traoré et son avenir en NBA. Yes. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Shai. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR. Ouais, Et d'ici là, bonne journée à tous. bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.